Askia Wilfried Bailly est notre invité du jour. Il est expert comptable et premier responsable du cabinet d'expertise comptable Askia Wilfried Bailly. Et avec lui, nous parlons aujourd'hui de la gouvernance d'entreprise, un levier pour un développement durable et éthique. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci. Alors déjà pour commencer, comment vous définissez la gouvernance d'entreprise d'un point de vue lié à l'expert comptable? D'accord. Alors la gouvernance d'entreprise peut être définie de façon simple. C'est l'ensemble des règles, des pratiques, des processus qu'une entité met en place pour pouvoir diriger et contrôler son entité. Voilà de façon simple. Donc, les notions élémentaires à retenir, c'est l'ensemble des règles, des pratiques et des processus que vous mettez en place pour pouvoir diriger et contrôler votre entité. Donc, la gouvernance vise le contrôle de la prise de décision. Et en quoi la gouvernance peut-elle influencer la performance économique ou même sociale d'une entreprise? Alors, quand on regarde les objectifs visés par la gouvernance, on se rend compte que vous avez d'abord un premier principe fort qui est la transparence. La transparence de tout ce qui est information financière. Vous avez ce qu'on appelle l'équité. L'équité dans la prise de décision qui va intégrer ce qu'on appelle l'intérêt de tous les parties prenantes. Vous avez également aussi l'une des principes fondamentaux, c'est-à-dire la performance financière. Voilà. Et ce sont les outils comme mise en place des procédures, mise en place d'une gestion des risques qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir piloter de façon optimale ses ressources. Voilà. C'est donc dire que la gouvernance est nécessaire pour toute entreprise. Exactement. Puisque vous avez deux piliers qui sont essentiels, l'efficacité et l'efficience qui sont mises en exergue. En fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques lorsqu'on se retrouve avec peut-être une entreprise extrêmement focalisée sur l'apport économique? Exactement. Les performances dans ce sens. C'est là où la question devient intéressante parce que une gouvernance focalisée sur le gain financier va vous amener à choisir des solutions de court terme. Des solutions de court terme veut dire quoi? Vous pouvez décider de ne pas investir pour des besoins durables. Donc, ce qui va remettre en cause ce qu'on appelle la confiance que les parties prenantes ont avec votre entreprise. Puisque une entreprise, c'est quoi? C'est dans un écosystème. Vous avez par exemple les clients, vous avez les employés, vous avez les fournisseurs, vous avez l'État. Et les valeurs que vous véhiculez autour de votre entreprise, c'est ce qui attire, vos clients et tous ceux qui s'intéressent à votre entreprise. Donc, lorsque vous êtes focalisé sur la recherche du gain, vous n'allez plus être... Vous allez manquer ce qu'on appelle les valeurs d'éthique, de loyauté. Qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de servir une alimentation pas saine à une population? Donc, vous voyez le danger. Voilà. Donc, on privilégie des gains court terme. Donc, on ne fait pas des investissements durables, c'est-à-dire des investissements à fort impact social. On ne respecte pas les règles d'éthique et de déontologie. Et on brime tous les règles pour atteindre l'objectif qui est la rentabilité à court terme. Mais est-ce qu'une entreprise est viable si elle n'est pas redirigée vers des performances économiques aussi? Parce que c'est une priorité nécessaire pour satisfaire non seulement la clientèle et les employés aussi. Oui, mais c'est un équilibre. C'est un équilibre qu'il faut avoir. Alors, on dit souvent qu'un client satisfait entraîne 10 clients derrière. Donc, si vous créez si vous mécontentez un client, vous perdez 10 clients. Donc, ce qui veut dire que ce qui est finalement important pour pouvoir piloter vos chiffres, c'est la confiance que les clients vous accordent. Et cette confiance s'assoit sur les valeurs que vous véhiculez à travers finalement ce que vous vendez. Donc, le client n'achète pas en réalité souvent votre produit, mais souvent les valeurs que vous diffusez. D'accord. Donc, quand vous vous mettez à diffuser de mauvaises valeurs, vous finissez par perdre votre chiffre d'affaires. Et si votre chiffre d'affaires se perd, finalement, est-ce que votre stratégie sera bonne? Donc, c'est un équilibre qu'il faut voir. Il faut investir sur des projets à fort impact social
en garantissant une rentabilité raisonnable qui puisse permettre à l'entreprise de pouvoir fonctionner. Quand si on prend le cas d'une entreprise, je veux dire une entreprise qui à peine débute et qui n'est pas uniquement orientée vers des performances économiques, comment elle arrive à investir sur le plan de développement social et investir aussi sur les performances économiques pour sa viabilité. Comment elle arrive à faire les deux? Déjà, cela va commencer déjà par la stratégie. Quand vous mettez une entreprise en place, vous visez un objectif, combler un besoin auprès d'une population. Alors, ce besoin, vous produisez un produit qui va satisfaire ce client. Donc, déjà dans la conception du produit, que vous allez intégrer ce qu'on appelle ces valeurs éthiques. C'est vrai qu'au début, l'entreprise n'a pas forcément les ressources de pouvoir, par exemple, mettre une politique grande de responsabilité sociétale économique, c'est-à-dire promouvoir peut-être un certain nombre d'emplois pour garantir, encourager l'employabilité de la jeunesse, et investir, par exemple, sur des projets environnementaux. Mais on peut déjà commencer, par exemple, à prendre des stages pour aider à la formation, par exemple, des jeunes. Ça, c'est par exemple quelque chose de social qui est bien. On peut également, je vois que la dernière fois, on avait ce qu'on appelle une activité sur le reboisement. Ça peut être une activité qui peut être intéressante pour une entreprise au début. Voilà. Donc, il y a autant d'activités assez simples qui valorisent un peu l'impact social et environnemental de votre entreprise au début, sans pour autant débourser de gros moyens. Voilà. Mais quel est le risque exact si on ne le fait pas? Alors, le risque exact, si on ne le fait pas, c'est le positionnement de l'entreprise sur l'échiquier, je vais dire, dans le milieu où il va exercer. Si j'ai deux entreprises, qu'est-ce qui finalement fait le choix entre les entreprises? Je pars dans une entreprise parce que, bon, je suis mieux traité, je m'identifie aux valeurs de l'entreprise, donc j'ai plus envie de choisir l'entreprise A et de choisir l'entreprise B. Donc, les signaux que vous allez envoyer aux clients dépendent des valeurs éthiques que vous mettez en place et de votre organisation interne. Voilà. Vous revenez beaucoup sur le terme éthique. Comment l'éthique se manifeste dans la gouvernance? Alors, l'éthique se manifeste dans la gouvernance déjà dans la stratégie même organisationnelle que vous mettez en place. Une entreprise doit avoir au moins un code éthique. C'est-à-dire, à la création de votre entreprise, vous devez mettre un code éthique et former votre personnel à ce code éthique. Alors, le code éthique, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs et des principes que vous voulez que votre entreprise partage, que vos employés partagent, que toute personne qui vient chez vous partage ses valeurs et ses principes. Donc, il est fondamental dès le début d'asseoir les valeurs clés et les principes clés que vous voulez partager et diffuser ça au sein de l'entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut encore mettre ce qu'on appelle un mécanisme de contrôle derrière. Parce que vous avez mis un code de déontologie et d'éthique, vous avez formé votre personnel, vous avez sensibilisé tous ceux qui sont autour sur ces valeurs, mais il faut contrôler, il faut des mécanismes de mesure pour s'assurer que ça s'applique normalement et confortablement et quels sont les leviers qu'on peut activer pour arriver à l'objectif qu'on s'est mis en place. Est-ce que ce mécanisme, il est externe ou est-ce qu'il est directement intégré au sein de l'entreprise en ce moment pour une fiabilité de son expertise? D'abord, le premier des étapes, elle est interne. Vous mettez d'abord un mécanisme interne de gouvernance de cette éthique et vous faites accompagner par ce qu'on appelle des professionnels. Je donne un exemple. Si vous avez un service d'audit interne, le service d'audit interne va se charger de voir est-ce que le contrôle interne est mis en place, le dispositif de contrôle interne que vous mettez en place. Et ça, dans ce dispositif de contrôle interne vise à garantir les valeurs que vous défendez. En dehors de ce contrôle interne que vous mettez en place, qui est des acteurs internes qui vont piloter avec les différents comités, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des cabinets externes, comme les cabinets d'audit, qui peuvent vous accompagner en faisant ce qu'on appelle des missions d'audit pour vérifier si effectivement vous appliquez votre charte comme vous l'avez bien dit. Voilà. Donc, c'est un mécanisme à la fois interne et externe. Voilà. Pour parler toujours de la gouvernance, on parle aussi de pratiques comptables et financières au sein des entreprises. Qu'est-ce que c'est? Parce que la question où je veux en venir, c'est comment on arrive à intégrer les principes d'éthique justement dans ces pratiques comptables et financières. Ok. Une entreprise
qui veut fonctionner normalement et avoir une bonne gouvernance doit s'asseoir sur une bonne comptabilité. La comptabilité, c'est un système d'organisation de l'information financière qui va collecter l'information, traiter et puis véhiculer ce qu'on appelle cette information dans des canaux qu'on connaît. Alors, si vous voulez une bonne gouvernance, il faut avoir une comptabilité éthique. Une comptabilité éthique veut dire quoi? Une comptabilité qui respecte les règles de la comptabilité. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le Cisco OHADA qui véhicule un certain ensemble de principes et fondamental pour tenir une comptabilité dans notre espace, dans l'espace OHADA. Donc il faut d'abord commencer par respecter cela. Ensuite, il faut mettre en place ce qu'on appelle un manuel de procédure. Vous voyez, un manuel de procédure, quand je définissais tantôt la gouvernance, je parlais de processus. Vous voyez, un processus, c'est un ensemble d'activités qui concourent à un objectif. Mais comment on y arrive à agencer tout cela? Donc, il faut la manière. Et cette manière doit être transcrite et non pas laisser chaque employé, selon ses capacités, ses aptitudes, à pouvoir se débrouiller pour arriver. Donc, vous voyez que finalement, c'est une méthode scientifique qui peut être organisée, implémentée depuis les procédures au comportement pour permettre aux comptables qui, par exemple, au sein de l'entreprise, puissent respecter non seulement les règles d'éthique et les règles aussi de la comptabilité. Est-ce qu'à ce niveau, c'est le mécanisme aussi qui permet de s'assurer du bon fonctionnement, le mécanisme dont on parlait tantôt? Oui, c'est les deux mécanismes. D'accord. D'abord en interne, avec ce qu'on appelle le dispositif de contrôle interne, qui va permettre déjà de contrôler l'application des procédures, de veiller à ce que le dispositif soit toujours répondant par rapport à la réalité. Et puis, le contrôle externe qui vient en appui. Voilà. Il est très important d'avoir un nœud extérieur, un professionnel qui est indépendant, qui va donner un jugement objectif sur ce qui est réellement fait. On a tendance à se jeter parfois des fleurs. Est-ce qu'il est possible d'avoir une idée des valeurs essentielles qu'une entreprise doit avoir pour une gouvernance responsable? On a parlé des différents piliers, mais est-ce qu'il y a un modèle conçu? Est-ce qu'il y a des valeurs requises? Oui, il y a des modèles conçus. Il y a même des manuels et des codes de bonne gouvernance que vous pourrez trouver sur Internet et dans différentes bibliothèques. Mais on va dire qu'il y a quand même une base. Et la première, c'est la transparence. La transparence et la communication. Vous ne pouvez pas avoir une gouvernance vertueuse sans transparence. Il faut que tout le monde ait la même information et que cette information soit vérifiable. La deuxième des principes, c'est l'intégrité. On ne peut pas avoir une bonne gouvernance sans intégrité. L'intégrité, c'est vraiment une valeur fondamentale qui nous définit. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, on va dire, la loyauté. La loyauté, c'est dire que vous êtes une entreprise qui doit respecter les règles. Et une entreprise qui veut avoir une bonne gouvernance doit s'asseoir sur les règles. Voilà. Et vous avez plein de règles. Vous avez les règles comptables, vous avez les règles fiscales, juridiques, tout cet ensemble de règles qui, environnementales et sociales, il faut les ajouter. On doit tous les respecter. Donc vous voyez qu'il y a autant de valeurs. Je parle même de l'indépendance et de l'objectivité. Vous voyez, on parlait tantôt dans la gouvernance du système de prise de décision. Oui. Si vous n'êtes pas indépendant et objectif, est-ce que vous allez prendre une décision qui va aller dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de l'entreprise? Vous aurez tendance à privilégier les décisions qui satisfont vous-même votre intérêt. Mais d'où ma première question, est-ce qu'il est possible d'avoir une entreprise qui n'est pas orientée vers justement le renforcement économique? C'est dans ce sens-là. Parce que toute décision, c'est dans le cadre de comment est-ce qu'on arrive à renforcer l'économie, comment on arrive à se faire plus d'argent pour l'entreprise. Est-ce qu'en ce moment, c'est pas lié aussi? Oui, c'est lié, mais c'est pour ça que les premiers dirigeants de l'entreprise doivent avoir en tête que finalement, cette rentabilité financière ne pourra être réaliste et tenue dans le temps, c'est-à-dire dans la durée, que si on respecte un certain nombre d'éthiques. On a vu des gens qui ont créé des entreprises, qui ont performé et qui ont disparu. C'est-à-dire que piloter avec la performance financière uniquement comme objectif peut marcher, mais à court terme. D'accord. Voilà, c'est ça le danger. Je vous donne un exemple simple.
Si vous décidez de piloter sur les performances financières, vous pouvez refuser à un certain moment d'investir. Parce que les investissements, c'est quoi? C'est colossal. C'est renoncer à des dividendes pour pouvoir investir sur des projets durables. Alors, si vous vous retrouvez à un certain moment donné où tous vos investissements sont vétustes et que vous n'arrivez plus à produire de la qualité, votre chiffre d'affaires va baisser. Et si votre chiffre d'affaires baisse, vous allez vous retrouver avec des tensions de trésorerie. Et comment vous rebondissez? Donc finalement, vous aurez eu une croissance à court terme et arrivé à un certain niveau, vous allez dégringoler. Donc, c'est-à-dire, le manager doit se dire, attention, c'est vrai que je veux le profit, mais comment je réalise ce profit? Quels sont les leviers qui me permettent d'arriver à ce profit? Et je le veux dans combien de temps? Il faut être raisonnable dans ce qu'on appelle dans ces projets. Et inscrire ça dans la durée. C'est ce qui est recommandé. Et c'est ce que la gouvernance d'entreprise recommande. Pour l'auditeur ou le téléspectateur qui nous suit, il pourrait se dire que ce type de gouvernance adaptée aux entreprises dont il parle, mais c'est lié aux grandes entreprises. Est-ce que pour une petite entreprise, c'est le même type de gouvernance qui est adapté? Et s'il n'y a pas d'autres bases sur lesquelles on pourrait commencer, pour une petite entreprise, beaucoup nous écoutent et nous suivent et sont peut-être dans le domaine de l'entrepreneuriat, ils sont en train de démarrer. Est-ce que ce sont les mêmes aspects? En tout cas, c'est une très bonne question. Et de mon expérience, la plupart des petites entreprises, les PME, les entrepreneurs et les particuliers qui démarrent, pensent que la gouvernance, c'est pour les grandes entreprises. Quand vous lisez les manuels de gouvernance, vous entendez parler par exemple de conseils d'administration et autres. On a l'impression que c'est pour par exemple les SA. La gouvernance n'est pas forcément pour les grandes entreprises. Que je sois commerçant au marché, je peux appliquer une gouvernance qui s'adapte à mon activité. Que je sois un professionnel indépendant, je peux appliquer une gouvernance adaptée à mon activité. Alors, quand je définissais la gouvernance, j'ai utilisé des termes simples. Règles, principes et processus. Ça veut dire que les règles finalement que vous retenez, c'est les règles qui s'adaptent à votre activité. Les pratiques que vous allez mettre en place au quotidien pour pouvoir réaliser votre activité, c'est les pratiques qui sont adaptées à votre activité. Les processus dépendent de votre activité. Donc, finalement, ce n'est pas un outil externe qui vient mettre en place votre gouvernance, mais c'est vous qui mettez votre gouvernance en place. Alors, pour simplifier, c'est quoi? La gouvernance, c'est quoi? Vous allez d'abord regarder votre organisation. C'est le niveau de votre organisation qui va dépendre du type de gouvernance que vous allez mettre. Si vous êtes propriétaire de votre entreprise, c'est-à-dire vous n'embauchez pas un directeur que vous nommez qui va qui va diriger et vous rendre compte, vous voyez que le même mécanisme de contrôle ou le même mécanisme de prise de décision ne sera pas le même. Puisque vous êtes entrepreneur, vous prenez la décision. Donc la gouvernance va s'asseoir principalement sur vous. C'est vous qui allez mettre ce qu'on appelle... vous allez être le leader en fait. Il vous faut du leadership pour challenger vos équipes à converger vers votre objectif. Alors que si c'est un manager et que vous êtes le propriétaire de l'entreprise, c'est le manager qui derrière va mettre ses actions et vous allez mettre des actions de contrôle pour s'assurer qu'il va dans le même sens que vous. Voilà. Alors, Askia Wilfried Bailly, vous êtes expert comptable, vous connaissez un peu le milieu des entreprises au Burkina. Quels sont les principaux défis en matière de gouvernance rencontrés par nos entreprises? Alors, la première difficulté, je pense que déjà ça se trouve au niveau de la volonté. Il faut déjà avoir cette volonté d'asseoir une bonne gouvernance. On parlait tantôt qu'une entreprise, une PME peut se dire je suis petite, donc je ne peux pas mettre en place la gouvernance. Alors que l'ensemble des règles, quand on parle, elles sont diffusées, elles sont connues. Voilà. Et on peut même sans beaucoup de moyens mettre en place cette gouvernance. Donc premier des éléments qui freinent souvent les gens, on pense que la gouvernance, c'est quelque chose de difficile à mettre en place, c'est quelque chose de coûteux. Premier défi. Le deuxième défi, c'est de pouvoir mettre en place une transparence et une communication claire dans l'entreprise. On a tendance à cacher les chiffres. Je ne sais pas pourquoi, mais on a tendance à cacher les chiffres. Vous voyez, vous allez dans une entreprise, les états financiers de l'entreprise ne sont connus que par peut-être le directeur général et le comité, par exemple.
L'employé qui est là ne peut pas savoir quels sont les chiffres qui sont diffusés. S'il n'y a pas des risques aussi lorsque certains chiffres sont partagés directement avec certains employés, parce qu'on connaît aussi le niveau de certains employés qui n'arrivent même pas à vous passer 6 mois ou une année au sein d'une entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi d'externaliser vos données ainsi lorsque tout est véhiculé à tout le personnel un peu? Oui, il y a un risque et c'est pour ça, tantôt on parlait d'intégrer le personnel dans votre gouvernance en mettant en place un code d'éthique. Donc déjà dans votre sélection, il faut faire un bon casting, de sélectionner des gens. Vous voyez que de plus en plus, les gens parlent des soft skills dans les recrutements. On ne regarde pas seulement les compétences techniques, mais on va regarder les autres valeurs que vous avez. C'est finalement ça qui sera le garant. Et les mécanismes de contrôle pour empêcher les fuites d'informations. Voilà. Vous voyez, en principe, un employé qui est sensibilisé à la gouvernance, aux valeurs d'éthique, il y a ce qu'on appelle la confidentialité des informations de l'entreprise, qui ne doit pas se retrouver hors de l'entreprise. Donc, finalement, ce sont ces valeurs qui sont véritablement garants. Alors, souvent, on ne le fait pas, mais vous retrouvez, par exemple, hors de l'entreprise, des informations de l'entreprise. Comment se fait-il? Malgré que ces états financiers n'ont pas été diffusés à l'ensemble du personnel. Vous voyez que finalement, le problème, ce n'est pas forcément la diffusion large, mais la compréhension ou l'attitude ou le comportement même de ceux qui font partie de l'entreprise. Voilà. Ailleurs, dans les pays développés, les gens publient leurs états financiers qui sont connus. Vous, clients, même, pouvez avoir accès aux états financiers. Et il n'y a pas de souci. Donc, c'est une culture d'entreprise qu'il faut mettre en place. Et je pense que si cette culture d'entreprise est mise en place, il n'y a pas véritablement de risque en réalité. Voilà. Alors, une autre question en lien avec la gouvernance, est-ce qu'il y a des mécanismes pouvant permettre d'éviter les conflits d'intérêts au sein des entreprises? Voilà l'une des problématiques qui est traitée par la gouvernance. Dans un premier temps, vous avez vu que la gouvernance était plus axée sur les actionnaires. Donc, on parlait de gouvernance actionnariale. De plus en plus, vous allez entendre la notion de partie prenante. C'est-à-dire une gouvernance qui doit prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes. Et quand on parle de intérêts de toutes les parties prenantes, on parle des employés, on parle des fournisseurs, on parle des clients, on parle de l'État. Ce qui veut dire que dans notre gestion, on doit intégrer ce qu'on appelle les besoins et les attentes de toutes les parties prenantes. Si elles sont intégrées, on n'aura véritablement pas de souci. Donc le problème se trouve à ce niveau. C'est-à-dire une gouvernance qui s'assoit sur les parties prenantes, ce qu'on appelle la théorie des stakeholders. Voilà. C'est vraiment ce qui est recommandé actuellement. Quand vous lisez dans les manuels, on a quitté la théorie des shareholders et on est sur la théorie des stakeholders qui vise à garantir l'intérêt de tout ce qu'on appelle les parties prenantes. Et c'est dans ce sens que vous voyez que les valeurs sociales vont intégrer, les valeurs environnementales vont intégrer. Et c'est pour ça que vous allez entendre de plus en plus la notion de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est pour... Vous voyez que l'environnement, qui défend l'environnement finalement? Il faut que nous, en tant qu'acteurs de l'économie, dans nos prises de décision, on intègre l'environnement dans nos décisions. Voilà. Alors, tout n'est pas lié au comité de direction, tout n'est pas lié aux actionnaires. Quel est le rôle de l'employé aussi pour une bonne gouvernance au sein de l'entreprise? Parce qu'il se doit d'accompagner aussi. Quel est son rôle exactement? Alors, je dirais que le rôle de l'employé est primordial dans pour cette assise de gouvernance. Finalement, vous avez ce qu'on appelle l'opérationnel. Vous avez un bon manager qui prend de bonnes décisions, mais ce n'est pas lui qui l'applique, c'est le personnel qui l'applique. Donc, si vous avez des employés qui ont une culture d'entreprise forte, vous n'avez même pas besoin d'être là, mais ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Donc, finalement, on va dire que l'importance d'une bonne gouvernance, pour pouvoir même asseoir cette bonne gouvernance, il faut impliquer ce qu'on appelle les employés. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas face à ce type d'employé? Alors, moi je dirais, pourquoi on se retrouve dans une situation où on n'est pas face à ce type d'employé? Est-ce que c'est le casting qui a manqué? Ou bien est-ce que c'est notre culture d'entreprise qui n'est pas bien implémentée?
Parce que souvent, on va accuser l'employé. On va dire que non, j'ai des employés qui ne sont pas modèles, qui ne sont pas vertueux, qui ne sont pas dessus. Mais quelle est la culture que moi j'ai véhiculée? Moi-même, dans le processus de recrutement, comment j'ai fait? Bon, si je vais pas prendre par exemple mon cousin, qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi, qui n'a pas les compétences techniques, et je viens mettre dans mon staff, et que je lui donne des avantages que les autres n'ont pas, je crée déjà quoi? Des frustrations, des conflits, et finalement, cette culture d'entreprise qui devait unir tout le monde vers les mêmes objectifs, chacun se retrouve à piloter ce qu'on appelle ses intérêts personnels. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que logiquement, la gouvernance doit aller sur l'intérêt de tout le monde. Ça veut dire qu'il faut avoir des mécanismes d'incitation pour les employés. De telle sorte que l'employé se dise, c'est ma chose, je gagne, il faut que l'entreprise fonctionne. Et ça passe déjà par la culture d'entreprise, qui est difficile à mettre en place, je reconnais. Mais, et on pense que la culture d'entreprise se met en place sur un court terme. Quand vous voyez les entreprises qui ont de bonnes gouvernances, demandez-les. Peut-être qu'ils ont commencé il y a peut-être 5 ans, il y a peut-être 10 ans pour arriver à cette maturité. Donc c'est une culture qu'on doit entretenir et qu'on doit mettre des mécanismes de contrôle pour assurer que nous allons toujours aller dans ce sens. Voilà. En tout cas, Wilfried Bailly, merci à vous d'avoir accepté cette invitation du DH Matinal Info. Je rappelle que vous êtes expert comptable et premier responsable du cabinet d'expertise comptable Askia Wilfried Bailly. Merci également à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. Merci pour votre constante fidélité à ce programme de la télé interactive. En attendant, Dieu voulant, de vous retrouver pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina Faso. Au revoir. Truy TV, la télé interactive.